Noces noires de Guernaam à Madame F. Erland. Le pardon finissait. L'ombre hâtive des nuits d'octobre était descendue sur la petite bourgade bretonne, dénouant les danses, dispersant les couples, le long des routes crépusculaires, à travers le silence des campagnes endormies. Emmanuelle Prigent, dont le cœur n'avait pas encore parlé et qui n'avait pas de douce à ramener chez elle, demeura un instant sur la place à regarder l'homme aux chansons rassembler ses feuilles volantes. Puis, après une courte discussion avec lui-même, il s'achemina vers l'auberge. Il se sentait triste. La solitude sans doute, peut-être aussi une raison plus intime, certain malaise d'âme qui, depuis quelque temps, assombrissait sa pensée, ne lui permettait plus de jouir de la vie, béatement, comme par le passé. En vain s'était-il efforcé de réagir contre ce singulier état d'esprit, dont sa cervelle obscure de paysan ne parvenait même pas à débrouiller les causes. Qu'est-ce donc qui avait pu altérer ainsi en lui, peu à peu, la belle source de joie de ses 25 ans? Il s'était rendu au pardon de Saint-Sauveur avec l'espoir d'y rencontrer une somnambule, une voyante, assez lucide pour d'éclairer sur son cas. Connaître sa peine, comme dit le proverbe, c'est déjà la moitié de la guérison. La vieille Sibylle qu'il était allé consulter dans son chariot là-bas, derrière la fontaine, n'avait su que lui débiter des niaiseries, des fariboles, les mêmes exactement qu'elle avait comptées à 20 autres, comme de lui assurer par exemple qu'il se languissait d'amour et que seule une brune aurait la vertu de dissiper son mal. Amoureux, lui. Ah bien, elle pouvait se flatter de lire dans les cœurs la somnambule. Jamais encore il n'avait regardé une femme, autrement que pour le plaisir, du temps qu'il était soldat. C'était si vrai qu'à Guernaam, où de domestique principal il était passé chef de labour depuis la mort du maître, les servantes, blessées de ce qu'il ne faisait aucune attention à leurs agaceries, l'avaient surnommé Prigent, le dédaigneux. Non qu'il professât pour le sexe le dédain qu'on lui attribuait, il n'avait pas les idées tournées de ce côté, voilà tout. Il avait bien assez à s'occuper par ailleurs. Un domaine d'environ 30 journaux de terres arables à tenir en état, un personnel volontiers indocile, sinon récalcitrant, à manier et à conduire, tout cela dans une maison où il n'était lui-même qu'un subalterne, et sous la direction d'une jeune veuve sans expérience, à peine émancipée du couvent par quelques mois d'un mariage qui n'avait été pour elle qu'une agonie, qu'une passion, et dont elle n'avait pas fini de se remettre. Pauvre Renée-Anne, si frêle, si menue, et comme on dit à la campagne, si demoiselle, comment son père, le vieux Guillaumard, avait-il pu la laisser épouser ce Constant d'Agorne, cette brute? C'était à Lyon-sur-Rhône, où il était pour lors en garnison, qu'Emmanuel avait appris les noces de sa parente, car elle était un peu sa cousine à la mode de Bretagne, cette riche héritière, les Prigent et les Guillaumard ayant mêlé leur sang autrefois, quand les ancêtres dont ils étaient issus faisaient encore figure parmi les notables de la paroisse. La malheureuse, s'était-il écrié, en repliant la lettre qui lui avait apporté la nouvelle. Il ne connaissait que trop le Dagorne, pour s'être rencontré avec lui en maintes occasions, aux charrois d'automne, aux assemblées de printemps. Et tout de suite, sa première pensée avait été pour plaindre la délicate Renée-Anne de tomber entre les mains de ce rustre, de cette espèce d'Hercule paysan, qui tenait moins de l'homme que du taureau dont il avait la force, les colères aveugles, et aussi la stupidité. Jamais toutefois il n'eût osé concevoir, même d'un tel être, les abominables violences auxquelles il dut assister à Guernaam. Le hasard avait voulu qu'à son retour du service, la place de valet de charrue fût vacante chez Constant d'Agorne. « Personne n'y reste », affirmait-on de toutes parts aux soldats libérés. Mieux vaut se faire ramasseur de crottins sur les routes que d'accepter de vivre dans un pareil enfer.
Ce fut peut-être la raison qui, plus encore que la nécessité d'assurer sa subsistance, décida Emmanuel Prigent à se présenter. Dès qu'il eut exposé le but de sa démarche, il crut lire une sorte de gratitude attendrie dans le regard que fixa sur lui René Anne. Quant à Dagorn, dont l'haleine empestait l'alcool, il marqua une satisfaction goguenarde de voir s'offrir chez lui, comme domestique, un jeune homme de sa parenté. « Top là !» bégaya-t-il d'une voix pâteuse. Et pour arroser le pacte, il força le nouveau charrueur de vider avec lui une bouteille de genièvre 3/4 bue depuis le matin. Car les premières lueurs d'une intelligence qui n'avait jamais brillé que d'une flamme incertaine, il achevait de les perdre dans l'ivrognerie, le misérable. Et d'autres vices lui étaient venus, des vices abjects, innommables, qui n'étaient plus d'un chrétien mais d'une bête. Oh, ce premier hiver à Garnham, Emmanuel en avait gardé une impression sinistre. Il couchait, selon l'usage, dans l'écurie avec les chevaux. Parfois, très avant dans la nuit, le matin déjà proche, il entendait Dagorn entrer, en s'épaulant au mur, dans le logis d'habitation que les maîtres occupaient seuls. Et de là, et de l'intérieur de la cuisine, où était leur lit, le lit héréditaire à gauche de l'âtre, s'échappaient soudain des jurements, des vociférations obscènes, suivies d'un bruit sourd de piétinements et de coups. Alors, entre ses draps de toile bise, tout son corps bouillait. Il brûlait d'envie de se lever, de courir au monstre, de l'empoigner à la nuque et de lui ployer la tête à terre, comme on fait pour les bœufs affolés. Mais il n'osait, à cause de René Anne. Il sentait confusément que son intervention, en ces occurrences pénibles, l'eût froissé au plus profond de ses pudeurs de femme. Il n'avait pas été sans remarquer de quelle réserve, chaque jour plus hautaine, elle s'enveloppait dans son martyre. Ne poussait-elle pas l'héroïsme jusqu'à prendre devant son père la défense de son mari, jusqu'à feindre au regard du monde des gestes d'une tendresse câline pour ce bureau bestial et répugnant? Une nuit, cependant, par extraordinaire, elle avait appelé Emmanuel à son aide. Ivre-mort, le Dagorn avait buté contre la marche du seuil et s'était allongé à la renverse, la face baignant à demi dans le purin de la cour. Trop faible pour soulever cette masse, René Anne vint heurter à lui de la crèche et là doucement son cousin. À eux deux, ils avaient transporté l'homme dans le lit et lavé ses souillures immondes. Puis, après quelques paroles de remerciement, la jeune femme, en congédiant Emmanuel, avait ajouté « Inutile d'ébruiter la chose, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs la première fois que cela lui arrive. D'ordinaire, il tient mieux la boisson. » Cette chute avait dû casser quelques ressorts vitaux dans la puissante organisation de Constant Dagorn. À partir de ce moment, on le vit décliner de jour en jour. Ses muscles de fer s'amollirent, sa chair énorme coula. Des taches de lèpre cadavérique se montrèrent çà et là sur sa peau, comme si le travail de la mort était commencé. Il ne parut plus au champ, renonça même à se traîner au cabaret d'alentour. Mais au lieu de s'éteindre, sa fureur de boire s'était exaspérée. Il s'imaginait puiser dans les bouteilles un élixir de vie capable de réparer les forces qu'il abandonnait. Il avait des regards, des gestes de fou, des luxures étranges nées de l'alcool hantaient son cerveau. On était au mois tiède, dans la saison des foins. Le débraillement des faneuses qui rentraient en sueur, leurs chemises de chanvre collées à leurs seins, excitait chez lui des rires convulsifs, faisait passer dans ses yeux des désirs effrayants de damnés. Et le soir, après la clôture des portes, les scènes de ménage continuaient de plus belle. Il ne crèvera pas avant de l'avoir tué, se disait le charrueur en prêtant l'oreille à ce sabbat, à cette horrible messe noire dont René Anne était l'hostie douloureuse, farouchement résignée. S'il n'avait bondi à son secours malgré elle, certains soirs de juillet,
On l'eût assurément couchée morte le lendemain, dans le cimetière de la paroisse. Il frémissait encore d'indignation à ce souvenir, et aussi d'une autre sorte de trouble qu'il ne s'expliquait pas. C'était un dimanche. Il s'était attardé au bourg à jouer aux quilles. En traversant l'air pour gagner son étable, il vit la fenêtre de la cuisine éclairée. Par instants, une ombre passait, avec des gesticulations bizarres. Une curiosité le prit, une irrésistible envie de savoir. Il s'approcha sur la pointe des pieds, appuya son front à la vitre et demeura quelques minutes hébété, refusant d'en croire ses yeux, figé comme devant le spectacle d'une abomination de l'enfer. Cette brute satanique de Dagorn allait et venait, d'un bout à l'autre de la pièce, un grand fouet de charroi dans sa main droite, et, tordue comme une longe autour de son poignet gauche, la brune chevelure de René Anne, dont le corps, presque entièrement dévêtu, traînait sur les dalles, tout strié par les coups de fouet d'un réseau de marbrures sanguinolentes. Briser un carreau, faire sauter l'espagnolette intérieure, franchir la fenêtre et la table, terrasser le monstre abasourdi par la brusquerie de l'attaque, ce fut pour Emmanuel Prigent l'affaire de 20 secondes. Avec la courroie du fouet, il garrotta solidement les jambes de l'homme. « Toi, murmura-t-il, d'ici quelque temps tu ne bougeras plus. » Et quand il fut pour soulever le corps évanoui de la jeune femme, il hésita, perdit la tête, ne sut que s'agenouiller auprès d'elle et l'appeler tout bas, d'une voix peureuse, d'une voix qui tremblait. « René Anne, René Anne !» Sa gorge, quasi enfantine, était découverte, laissait voir un coin de chair blanche d'une pâleur nacrée. Il se dépouilla de sa veste et l'étendit religieusement sur elle. Dans ce mouvement, ses doigts la frôlèrent. Elle rouvrit les yeux. Alors lui, par crainte qu'elle ne lui sût mauvais gré d'être là et de l'avoir surprise en ce désordre, il s'enfuit. Ni le lendemain, ni jamais depuis, René Anne n'avait fait une allusion à ce qui avait pu se passer. Quant au Dagorn, il eût été fort en peine de manifester un ressentiment quelconque. Sa fureur d'avoir été mis par son domestique momentanément hors d'état de nuire lui était montée à la tête en un transport de sang. Et du coup, pensée, mémoire, l'usage même de la parole, tout était parti. Il avait pourtant vécu des semaines encore, soigné, veillé par sa femme, tandis que sa propre parenté faisait allumer des cierges devant saint Tupédu pour lui obtenir un prompt trépas. La délivrance était enfin venue, un jour d'août, comme on achevait de battre la moisson. Et ça avait été un soulagement universel, qui se fût peut-être traduit d'une façon peu décente. N'eût été le respect d'un chacun pour la tristesse sans affectation de René Anne, la nouvelle veuve. Le soir même des obsèques, celle-ci avait pris à part Emmanuel Prigent. « Tu es un peu de notre famille, » lui dit-elle, « et je n'ai pas été sans voir que tu avais de l'intérêt pour nos champs. Veux-tu me continuer tes services ? Tu auras la surveillance de la terre, et tes gages seront doublés. » Il avait fait oui de la tête, sans pouvoir proférer une parole de remerciement, dans l'émotion de sa surprise et de sa joie. Car il s'était attaché à ce Garnaham où personne ne restait, et tout lui en était devenu cher, la maison, les granges, les étables, les labours, jusqu'aux cressonnières des douves, dans les chemins creux, jusqu'aux semis de landes, sur les talus. René Anne l'eût prié, ma foi, d'y demeurer pour rien, fût-ce en la qualité de gardeur de vaches, qu'il eût accepté. Or, voici que depuis 2 mois, il y commandait en maître, sur les hommes et sur les harnais. Les débuts, certes, avaient été pénibles.
Les autres domestiques s'étaient obstinés longtemps à ne considérer en lui qu'un de leurs pères, discutant ses ordres, se refusant même à les accomplir. Mais il avait fini par dompter les plus rebelles. Si l'on grommelait parfois encore, quand il avait le dos tourné, du moins on obéissait. De l'avis du vieux Guillaumard, le père de la veuve, qui faisait une apparition chez elle de temps à autre, jamais les choses n'avaient aussi bien marché à Garnham. René-Anne, de son côté, se montrait ravi. Bref, il n'avait de toute manière qu'à se louer de sa condition présente. Pourquoi donc cette amertume qui, insensiblement, s'était levée en lui, gagnant toute l'âme et voilant d'une tristesse subtile les pacifiques images de son bonheur? « Cela va toujours au manoir ?» demanda Joson Thépaut, l'aubergiste, lorsqu'il aperçut dans le cadre de la porte la haute silhouette élancée du charrueur. « Toujours, » dit Emmanuel, d'une voix distraite. Il promena son regard dans la salle, cherchant quelques figures de connaissance parmi les groupes de buveurs attablés. Mais les jeunes hommes de son âge étaient tous partis reconduire leurs danseuses à la maison familiale, ainsi qu'il est de mode en Bretagne les soirs de pardon. Il n'y avait là que des étrangers, des gens des paroisses avoisinantes, venus en pèlerinage à Saint-Sauveur, et qui, leurs ablutions terminées, à la fontaine, s'arrosaient maintenant l'intérieur du corps, selon le rite, tandis que les montures bridées et scellées piaffaient d'impatience dans la cour. Emmanuel allait s'asseoir à l'écart, quand, du fond de la pièce, un paysan qu'il n'avait pas remarqué l'interpella. « Ça, dit l'homme, tu as donc pris de l'orgueil en prenant du grade, que tu ne daignes plus saluer ton ancien. » Le charrueur riposta en riant. « Dame, tu me tournais le dos, Jean Marzin, et ton nom n'est pas écrit sur le collet de ta veste. » Ce Jean Marzin était précisément le valet de ferme qu'il avait remplacé à Garnham. Ils rapprochèrent leurs tabourets et se mirent à deviser, à la façon bretonne, par phrases courtes, interrompues de longs silences. « Et où es-tu gagé pour l'instant ?» demanda Emmanuel. « À 3 lieues d'ici, dans la montagne, chez les Minguis de Rosevillou. »« Tout de même, tu n'as pas voulu manquer le pardon de Saint-Sauveur ?»« Oh, ce n'est pas moi, c'est mon jeune maître. Il m'a dit sur les 2 heures cet après-midi d'atteler le char à banc, et nous n'avons pas langui en route, je t'assure. Mais s'il était pressé d'arriver, il n'est pas pressé de repartir. L'angélus du soir est sonné, et je l'attends encore. » « Il faut bien qu'on s'acquitte de toutes ces dévotions, mon cher. »« Oui, des dévotions à Notre-Dame du mariage. Et sais-tu dans quelle église? Au fait, tu l'as peut-être rencontrée? »« Moi? Où ça? »« À Garnham, donc ?» Emmanuel se sentit devenir tout pâle. On lui eût porté un coup de poing entre les 2 yeux, en plein visage, qu'il n'eût pas éprouvé une commotion plus violente. L'autre, attentif seulement à bourrer sa pipe, continua d'un ton calme. « Je prévoyais cela. Depuis les funérailles de Dagorn, il n'était guère de jour qu'il ne s'interrogeât sur Garnham, sur la contenance du domaine, sur la valeur des terres et celle du bétail. Quand, au carrefour des 5 croix, il a tiré sur la bride de la jument pour la lancer dans la descente de Saint-Sauveur, je me suis dit, ça y est, il va nouer commerce avec la veuve. Il faut croire que sa conversation n'aura point paru déplaisante, puisqu'elle dure encore la nuit tombée. Qu'est-ce que tu en penses, camarade ? Rien. Sinon que René-Anne n'est peut-être pas assez guérie de son premier mari pour avoir tant hâte d'en prendre un second. Le Minguis est un beau garçon, et comme il a été aux écoles de la ville, il sait la manière de parler aux femmes. Ça te vexe donc que tu te lèves ? Le charrueur, un peu nerveux, venait de vider son verre d'un trait. Marzin poursuivit. Certes, tu as tout à gagner à ce que le veuvage de ta maîtresse ne finisse jamais. Il est plus agréable de commander que d'obéir. Mais René-Anne a 22 ans,
Et Garnaham, si j'ai bonne mémoire, compte sous Blé, sous Tailly et sous Lande plus de 50 journaux. Va, si ce n'est pas Mingui, ce sera un autre. Soit, conclut Emmanuel. En attendant, j'ai mes bêtes à soigner. Bonsoir, Marzin. Bonne chance, Prigent. C'était, dehors, une douce nuit d'arrière-saison, ouatée de petites nues floconneuses, avec des trous de ciel d'un bleu ardoise, où clignotaient des lueurs d'étoiles. Le charrueur traversa rapidement la place, contourna le mur du cimetière et, les dernières maisons de la bourgade dépassées, s'arrêta brusquement pour respirer avec force, humant l'air de tous côtés, comme indécis sur la direction à prendre. Le chemin de Garnaham s'amorçait à droite, entre deux hauts talus au-dessus desquels s'arrondissaient en voûte des frondaisons encore touffues de chênes nains et de coudriers. C'est par là qu'il rentrait d'habitude, pour être plus vite rendu à la ferme. Mais cette fois, au moment de s'y engager, le cœur lui faillit. Il songea qu'il allait peut-être s'y croiser avec le fils de Rosviliou, et cette idée lui fut pénible. Il se sentait une colère sourde contre cet homme, dont, quelques minutes plus tôt, il soupçonnait à peine l'existence. « C'est étrange, » se dit-il. « Je n'ai pas bu de quoi troubler la cervelle d'un oiseau, et j'ai pourtant comme une fureur d'eau-de-vie dans les veines. Le mieux est de faire le grand tour, par les champs. La fraîcheur me calmera. » Il poussa plus avant, sur la route vicinale de Saint-Sauveur à Lannion, jusqu'à un échalier de pierre par où l'on pénétrait dans les cultures. Ses pieds baignèrent dans l'humidité des gazons. Des chanvres qu'on avait laissés en terre pour porter graines lui frôlèrent le visage de leur rosée. Peu à peu, la marche détendit ses nerfs, et la vertu apaisante des choses nocturnes agit sur sa fièvre à la façon d'un baume. Ses pensées se tassèrent en lui, comme les tranquilles nuées d'argent là-haut, dans la profondeur du ciel automnal. Et tout en cheminant, il se raisonna. Pourquoi donc en voulait-il à Mingui ? Est-ce que ce n'était pas le droit de chacun de fréquenter à Garnaham ? Il y faudrait peut-être sa permission maintenant. Qu'avait-il dans la maison qui fût à lui ? Ses hardes, voilà tout. Un maigre baluchon de domestique qu'il avait apporté à la main, noué dans un mouchoir et qu'il remporterait de même un jour à venir, quand on n'aurait plus besoin de ses services. Alors, de quoi se mêlait-il ? Va, si ce n'est pas Mingui, ce sera un autre. Cette phrase de Jean Marzin lui frappa de nouveau l'oreille, comme chuchotée par les esprits invisibles de la nuit. Il se la répéta mentalement, à plusieurs reprises, sans animosité. Il n'en avait plus contre personne, mais avec un sentiment si douloureux qu'il lui sembla que cela lui faisait mal dans tout l'être. Un autre. Un autre. C'était pourtant certain que tôt ou tard, René-Anne se remarierait avec un autre, et cet autre ne serait pas lui. D'un coup, il vit clair dans l'inexplicable tristesse qui, depuis des semaines, depuis des mois, lui assombrissait l'âme. Une sorte de percée lumineuse se fit en lui, pareille à ces puits de firmament constellés d'astres qui s'ouvraient entre les rebords immobiles des nuages au-dessus de sa tête. Ce fut comme le jaillissement impétueux d'une eau souterraine, d'une source cachée. La somnambule d'auprès de la fontaine avait dit juste. Il aimait. Garnaham, les labours, les bêtes, qu'ils devinssent le lot de n'importe qui, cela lui était égal. Mais René-Anne, si on le privait d'elle, il n'avait plus qu'à mourir. Par bonheur, il avait atteint l'aire de la ferme, car il n'aurait plus eu la force d'aller. Une meule de foin était là, creusée à sa base en forme de grotte à cause des brassées de provende qu'on en tirait journellement pour les chevaux. Emmanuel s'y blottit et, enfoui dans la litière odorante, se mit à sangloter désespérément, comme un orphelin sans demeure, comme un pauvre enfant perdu.
Vous seriez mieux dans votre lit pour cuver le vin du pardon, disait une voix de femme un peu tremblante, avec quelque chose dans l'accent de sévère et de contristé tout ensemble. Le charrueur écarta l'énorme chien de garde qui lui promenait la langue sur la face, léchant ses larmes, secoua le foin qui s'était accroché à ses vêtements et se tint debout devant Renée-Anne. Elle était éclairée comme d'un nimbe par la lune dont le disque bleuâtre commençait à dépasser la cime des pins plantés en bordure de l'air pour la protéger des vents d'est. Droite et mince en sa longue robe noire et sous son grand châle de veuve, elle reprit. Quand j'ai vu que la nuit s'avançait, j'ai craint qu'il ne vous fût arrivé malheur. Alors j'ai détaché Turc et je lui ai dit « Cherche ! Il y a plus de 2 heures que votre soupe vous attend auprès du feu. Vous êtes comme les autres, paraît-il. Boire vous empêche d'avoir faim. » Vous vous trompez, Renée-Anne, répondit-il, en rompant lui aussi, à l'exemple de sa cousine, avec le tutoiement qui leur était habituel et que l'usage autorise du reste en Bretagne, entre gens de toutes conditions. Ce n'est certainement pas ce que j'ai bu à l'auberge qui aurait pu me couper l'appétit. Elle eut un léger haussement d'épaules, puis, d'un ton quelque peu radouci, « Viens donc, tu mangeras si tu veux. En tout cas, avant que tu te couches, j'ai à te consulter. » Elle se dirigea vers la ferme où Emmanuel ne tarda pas à la rejoindre, après qu'il eut ramené Turc au chenil, situé de l'autre côté des bâtiments, contre le porche de la cour principale. Les sentiments les plus divers et les plus confus se disputaient l'âme du charrueur. La désobligeante et si injuste supposition de Renée-Anne l'avait blessé au vif. Ivre, elle l'avait cru ivre. Et cela, tandis que navré d'amour, non, vrai, ce n'était pas le moment de le traiter de la sorte. Mais tout aussitôt, il réfléchissait que, faible encore et de santé si débile, elle avait eu la bonté de veiller pour l'attendre, de lui garder au feu sa soupe chaude, et finalement de s'inquiéter de lui jusqu'à se mettre à sa recherche, sans autre escorte que le vieux chien, malgré l'heure peu rassurante, malgré la nuit. Toute sa rancune fondait à cette pensée. Restait néanmoins un point noir, cette consultation. C'était donc bien pressé ou bien grave que Renée-Anne tenait à s'en expliquer sur-le-champ. Qu'allait-elle lui demander ou lui apprendre? Ses accordailles peut-être, avec le fils de Rosevilliou? Il en avait une sueur froide, une sueur d'angoisse, au point qu'il dut s'éponger le front du revers de sa manche, avant d'attaquer l'écuellée de potage fumant que la veuve venait de déposer devant lui sur la table. Elle, cependant, assise sur le banc de son lit clos, près de l'âtre, enveloppait de cendres les tisons, de façon que la braise couva jusqu'au lendemain, et qu'on n'eut au lever qu'à en raviver la flamme. Après quelques minutes d'un silence troublé seulement par les grands coups sourds du balancier de l'horloge, s'étant aperçue qu'Emmanuel ne mangeait plus, elle se rapprocha. « C'est ta faute, dit-elle, si j'ai porté sur toi un mauvais jugement. Une autre fois, épargne-moi ces peurs. Quelle idée aussi d'aller te fourrer dans le foin en cette saison. J'ai su que tu avais du monde. J'ai craint d'être un gêneur, de tomber mal à propos. » Elle repartit, du ton le plus naturel. « En quoi un gêneur? Est-ce que tu n'es pas pour moi comme si tu étais de la maison? Et moi, qui priais l'aîné des Menguy de patienter jusqu'à ton retour, sûr que tu rentrerais au brin de nuit. Car c'est tout le monde que j'ai eu, ce Menguy. Il paraît que leur froment n'a presque pas donné de paille cette année, dans la montagne. Il en voudrait quelques milliers, et nous céderait une paire de bœufs en échange, de leurs bœufs de là-haut, petits et trapus. J'ai répondu que je ne pouvais rien décider sans toi, que ces sortes de choses te regardaient. Comme tu n'arrivais pas, les étoiles déjà claires, il a pris congé, non sans beaucoup d'ennui. Il a grand défaut de cette paille, et souhaite de l'avoir dès demain, si nous consentons au marché.
Qu'en dis-tu, Emmanuel ? Je dis qu'au prix où sont les bœufs, tu aurais tort de refuser le cadeau de Mingui. Le cadeau ? Fit la jeune femme, dont les joues pâles se colorèrent d'une rougeur subite. Je n'ai, s'il te plaît, de cadeau à recevoir ni du fils Mingui ni de personne. Il n'y a pas d'autre nom pour désigner une offre aussi invraisemblable, prononça le charrueur. Ou bien, il faut que l'aîné des Rosevillous soit un bonnet. Son irritation de tantôt lui était revenue et vibrait malgré lui dans sa voix. René-Anne fixa sur lui ses beaux yeux graves. « Tu m'étonnes, dit-elle. Est-ce que tu subirais les influences de la lune par hasard ? J'ignore ce que tu peux avoir contre Jérôme Mingui. Je l'ai trouvé, quant à moi, d'une tenue parfaite et d'une conversation fort agréable. C'est au moins un homme bien appris. On voit qu'il a reçu de l'instruction et qu'il lui en est resté quelque chose. Ce n'est pas pour dire, Emmanuel Prigent, mais il serait à souhaiter qu'il y eût dans nos campagnes beaucoup de paysans comme celui-là. C'est assez pour toi qu'il y en ait un, ricana le laboureur. Chacune des phrases de René-Anne avait pénétré en lui jusqu'aux fibres profondes, irritant sa plaie secrète, son amour douloureux et saignant. Il ajouta le plus posément qu'il put, avec un calme affecté. « Tu voudras bien, je pense, me garder cet hiver encore à Garnaham. L'hiver est une mauvaise saison pour se placer. D'ailleurs, la loi ne te permet pas de te remarier avant la Pentecôte. » Rencognée dans l'embrasure de la fenêtre, René-Anne écoutait son cousin sans comprendre. À quoi tout cela rimait-il ? Les dernières paroles enfin l'éclairèrent. Une stupeur attristée se peignit sur son visage et 2 larmes tremblèrent à la pointe de ses grands cils. Mais elle se ressaisit aussi vite et d'un violent effort maîtrisa son émotion. « Emmanuel, déclara-t-elle d'une voix ferme, quand nous avons fait nos conventions, je t'ai dit, tu auras tout pouvoir sur les hommes et sur les travaux des champs. Il ne me souvient pas que je t'ai chargé du soin de ma conduite. Mêle-toi donc de ce qui te regarde. Je t'ai choisi pour être mon chef de culture, non pour être mon confesseur. Je te croyais plus de sens et un cœur moins brutal. Il m'avait semblé remarquer en toi une générosité native qui t'élevait à mes yeux au-dessus de ton état. Mais il y a décidément un savoir-vivre qui ne s'apprend ni à la caserne ni au labour. Tu m'as outragé, grossièrement. À cause de ton ignorance des usages, je te pardonne. Seulement, tiens-toi pour averti. Une autre fois, je ne pardonnerai plus. Et maintenant, va te coucher. J'entends que demain, au champ de coq, il y ait 4 charretés de paille en route pour Rosevillou. Le charrueur n'essaya pas de répliquer. Il avait la tête brûlante et vide, la gorge serrée, la vue si trouble qu'il n'aperçut même pas la lanterne allumée que René-Anne lui tendait. Il sortit de la cuisine en chancelant, suivit le couloir à tâtons et, la porte tirée derrière lui, se laissa tomber sur les marches extérieures. Il n'avait plus ni sentiment, ni pensée. C'était comme s'il eût assisté, mort lui-même, à la mort, à la fin de tout. La nuit muette, la mélancolique nuit d'automne où fermentaient de vagues odeurs de moisissure et de décomposition, lui apparut comme un sépulcre immense, et les astres là-haut, avec leurs dures et froides lueurs d'acier, lui firent l'effet de clous épars dans le couvercle d'un vaste cercueil. Soudain, de l'autre côté de la muraille, dans la maison, une voix douce commença. « Madoué, maigrette fermamente. » C'était René-Anne qui récitait ses grâces avant de se mettre au lit. D'une lèvre machinale, il répondit « Amen ». Puis, à travers le tapis de fougères séchées qui jonchait la cour, il gagna l'écurie. La Saint-Sauveur clôt l'ère des pardons, dans cette région fromentale du Haut-Trégor qui fait lisière entre les dernières pentes des monts d'Arrée et les plateaux ondulés du pays de la mer. Passé la Saint-Sauveur, adieu les réjouissances. Les mois noirs sont proches.
Dans les fermes aisées, les domestiques les voient venir, non seulement avec appréhension, mais avec un secret plaisir. L'hiver est, pour eux, le temps du repos. S'il coupe court au divertissement public, aux assemblées en plein air, il est aussi le père des journées brèves et des longues soirées paisibles au coin du feu. Les semailles terminées, à vrai dire, on ne travaille plus, on bricole. Quelques talus à réparer avant l'époque des grandes pluies, les routes à empierrer, les chaumes des toits à consolider contre les rafales, le lin sec à broyer dans la grange. C'est à peu près toute la besogne. Depuis les glas de la commémoration des défunts jusqu'à la procession des cierges à la Chandeleur. La nuit, libre à chacun de dormir s'il lui plaît, c'est 10 heures d'affilée. Dès la tombée des ténèbres, la soupe est sur la table, ou bien la chaudronnée de bouillie, sur son trépied de bois au milieu de la cuisine. Après le repas, la prière en commun, ainsi qu'aux vieux âges patriarcaux. Puis, qui veut se retire. Le plus souvent, on préfère veiller avec les maîtres. Elles sont le charme de la vie rustique en Bretagne, ces veillées, et la manifestation peut-être la plus significative de l'antique esprit des clans. Il n'y a pas, en effet, que les gens de la maison à y prendre part. Toute demeure de quelque conséquence devient un lieu de rendez-vous traditionnel pour les paysans moins fortunés d'alentour. On s'y achemine par bandes de tout le parage. Les hommes apportent du chanvre à effibrer, les femmes arrivent leur fuseau à la main et la quenouille attachée par un ruban sous l'aisselle. Chacun s'installe où il trouve place. Quiconque se présente est le bien accueilli. Il n'y a d'exception pour personne, pas même pour les mendiants en quête d'un gîte, ni pour la race aventureuse des colporteurs de chansons ou des marchands d'images. À tous, la ménagère dit, sur un ton en quelque sorte sacramentel, « Prenez un escabeau et approchez-vous du feu. » Ce sont de véritables assises nocturnes et qui ne laissent pas d'avoir une certaine solennité. Nul ne parle qu'à son tour et s'il y est invité par le maître du logis. Celui-ci préside avec une simplicité débonnaire du fond de son fauteuil de chêne massif, érigé comme un trône à l'un des angles du foyer. De temps en temps, durant les intervalles de silence où l'on bourre les pipes, il cligne de l'œil à sa femme pour qu'elle fasse circuler, dans l'écuelle de terre jaune, le cidre chaud, délieur de langue. L'hiver d'avant, à Garnaham, on n'avait guère eu de cœur à veiller. La présence de Dagorn, les soirs où il ne s'oubliait pas dans les auberges malfamées des environs, était pour tous une cause de gêne, sinon d'épouvante. On tremblait sans cesse qu'il ne se livrât à quelque excentricité dangereuse. N'avait-il pas eu l'idée, une fois, par manière de plaisanterie, de mettre le feu à la veste en peau de mouton du pâtre? Absent, il terrorisait encore les âmes. C'est à peine si l'on osait respirer, dans la crainte de le voir entrer tout à coup, les yeux hagards, le bâton levé, en proie à toutes les démences de l'alcool. D'ailleurs, n'aurait-on pas eu cette angoisse? La pâle et silencieuse figure de René-Anne, abîmée en d'amères songeries, eût suffi à bannir des veillées de Garnaham toute expansion et toute joie. L'ombre de sa tristesse gagnait autour d'elle tous les visages, et l'on baissait la voix pour échanger de rares propos, comme dans la chambre d'un agonisant ou d'un mort. Il n'en allait plus de même cette année, Dieu merci. Le stupide et monstrueux Dagorn gisait en cette heure dans le cimetière du bourg, enfoui à plusieurs pieds de profondeur, sous une énorme dalle de granit bleu dont le tailleur de pierre qui l'avait sculptée avait dit, en la cimentant, « Du diable, si celle-ci ne le maintient pas en repos pour jamais. » Quant à la veuve, si elle avait encore un peu son air de fleur qu'un sabot de rustre a froissé, on la sentait toutefois redressée à demi, riche déjà d'une sève nouvelle et ne demandant qu'à s'épanouir. Dès qu'on sut dans le quartier que les veillées d'hiver étaient commencées à Garnaham, les gens accoururent, et non seulement ceux du voisinage, mais quantité d'autres, des points les plus éloignés.
Beaucoup de jeunes hommes, dans le nombre des fils de bonnes familles paysannes, déserteurs de leur propre manoir. Ceux-là, les servantes se faisaient un malin plaisir de les taquiner à mots couverts. « C'est donc que notre chandelle éclaire mieux, s'informait-elle, ou qu'il fait plus chaud à notre foyer. » Personne, au reste, n'ignorait qu'il venait pour les beaux yeux de la veuve, avec le secret espoir qu'elle finirait bien un jour ou l'autre par se décider en faveur de l'un d'eux. Elle les recevait le plus obligeamment du monde, en maîtresse de maison qui connaît ses devoirs, mais sans jamais se départir à leur endroit de ces façons de demoiselles un peu fières, qui excluaient par avance toute familiarité. Cette réserve, loin de les mécontenter, stimula leur zèle. Ils n'en furent que plus assidus. La patience est une vertu bretonne. Puis, quoi qu'il advint, c'était toujours quelques bonnes heures à passer. Le lieu était confortable, la compagnie récréative, et le cidre de Garnaham réputé à juste titre pour être le meilleur du canton. Seul Emmanuel Prigent s'abstint de paraître à ces réunions. Pourquoi ? Il en avait donné à René-Anne une raison assez médiocre. C'était peu de jours après la fameuse nuit du pardon de Saint-Sauveur, des jours pendant lesquels ils s'étaient refermés l'un vis-à-vis de l'autre. Lui dans un mutisme sombre, elle dans une attitude distante et presque glacée. Brusquement, un samedi soir, le premier samedi de novembre, comme il rentrait avec les chevaux d'une lande qu'il avait entrepris de défricher pour occuper son hiver, il avait trouvé René-Anne qui le guettait, adossé malgré la fraîcheur à l'un des ormes de l'avenue. « Emmanuel, descends, j'ai besoin de te parler. » Il avait sauté à bas de la jument qu'il montait, et ils avaient cheminé côte à côte sous les grands arbres noirs, d'où se détachaient au moindre souffle de vent des tourbillons de feuilles flétries. « Voici. Bien que je ne sois guère d'humeur à me complaire en des sociétés nombreuses, je sais que mon rang m'impose, et qu'il y a des coutumes établies auxquelles mon deuil même ne m'autorise pas à me dérober. La porte de Garnaham sera donc ouverte dès lundi à quiconque y voudra veiller. Seulement, je ne suis pas encore très en état de faire les honneurs de chez moi, comme il conviendrait. J'ai pensé que, si je t'en priais, tu m'y aiderais peut-être. L'année dernière, sans toi, on serait mort d'ennui. Et puis, il est bon qu'il y ait un homme, quelqu'un d'écouté, comme toi, capable de diriger la conversation, et s'il est nécessaire de la retenir. Quelqu'un, enfin, qui... Bref, je te demande, tant que dureront ces veillées, d'occuper en face de moi, à droite de l'âtre, le siège vacant du maître qui n'est plus. Contrairement à l'attente de la jeune femme qui ne doutait point qu'une telle démarche, surtout après ce qui s'était passé entre eux, ne le flatta dans son amour-propre, le charrueur avait répondu, en hochant la tête. « Je regrette beaucoup, René-Anne, mais je ne puis accepter. Je n'assisterai pas aux veillées de Garnaham cet hiver. »« Ah, tu as la bouderie longue, Emmanuel. »« Je ne te boude pas. Je n'ai contre toi aucun mauvais sentiment. Aucun, en vérité, » répondit-il avec un accent profond. « Je désire avoir à moi mes nuits, voilà tout. » Et, montrant les chevaux qui suivaient au bout de leur longe, les paupières mi-closes, les jarrets gourds, « demande plutôt à ces bêtes. Quand on a peiné tout le jour à défricher la lande, on n'a plus envie de rien, si ce n'est de sommeil. À qui est le premier au travail, il est permis d'être le premier au lit. »« C'est juste, » avait déclaré la veuve d'un ton sec. Alors, lui, avec une bonhomie feinte, « D'ailleurs, sois tranquille. Ce n'est pas les chefs de veillée qui te manqueront. Tu n'auras que l'embarras du choix. Il t'en viendra de partout. Et quel que soit celui que tu désignes, il remplira toujours mieux qu'un domestique le fauteuil du maître des fins. » Ils arrivaient au portail. Elle lui avait tourné les talons sans répondre.
L'abstention du charrueur prêta, dans les débuts, à des commentaires de toutes sortes. Le personnel de la ferme, surtout, qui le jalousait, en prit prétexte pour se gausser à ses dépens. « Il est devenu trop monsieur », affirmaient les valets de Labour. « Il croirait s'abaisser, voyez-vous, s'il tayait benoîtement du chanvre en notre compagnie. » Les servantes, d'esprit plus subtil et de langue plus acérée, insinuaient. Il y a peut-être, pour Emmanuel le dédaigneux, des veillées plus intéressantes que celles de Garnham. Et elle faisait remarquer que depuis le pardon de Saint-Sauveur, il n'était plus le même, ce Prigent. Pour sûr, il devait avoir des chagrins de cœur. Il ne riait plus, il parlait à peine. Le pâtre ne prétendait-il pas l'avoir vu entrer dans la carriole peinte de la somnambule, derrière la fontaine sacrée? Il avait d'ailleurs les yeux qui ne trompent point, les yeux tristes de ceux qui aiment. Il était touché, l'insensible. S'il se retirait sitôt souper dans son écurie, ce n'était point pour dormir, non da, mais pour rêver en paix à sa douce, à moins que ce ne fût pour la rejoindre sournoisement, à travers la nuit. Ces commérages des femmes de sa maison agaçaient René-Anne, quoiqu'elle fît pour y demeurer indifférente. « Si pourtant vous parliez d'autre chose, dit-elle un soir, avec une irritation mal contenue. Il ne fut plus question du charrueur, mais par un revirement singulier. Du jour où l'on cessa de s'occuper de lui, il hanta constamment la pensée de la veuve. C'est en vain que les visages nouveaux affluaient à Garnham, y apportant l'écho des bruits du dehors, la rumeur variée de tous les racontards de la paroisse. Ni l'empressement de tout ce monde, ni les histoires plus ou moins drôles qu'il débitait, n'avaient le don de distraire René-Anne. Elle souriait aux gens sans les voir, écoutait leurs discours sans les entendre. Elle n'avait plus en tête qu'Emmanuel. Si c'était seulement vrai qu'il l'aimât. Eh mon Dieu, n'était-il pas libre? Oui, mais pourquoi se cacher d'elle? Pourquoi lui mentir? Et quand elle lui avait demandé de veiller avec elle, bien gentiment, pourquoi ne lui avoir point répondu en toute franchise? Excuse-moi, j'ai promis ailleurs. Mentait-il au fait? Elle n'eut plus de repos qu'elle ne s'en fût assurée. Une nuit donc, feignant d'avoir omis une communication d'importance à faire au charrueur, elle prit un fanal, gagna l'écurie, qui n'était jamais fermé qu'au loquet, et se coula le long d'un des bas-flancs jusqu'au lit, sorte de couchette primitive dressée à l'aide de quelques planches, sans autre garniture qu'une couette de balles d'avoine sur un monceau de paille de seigle, avec des mèches de foin, que les râteliers laissaient pendre au-dessus du chevet, en guise de courtine. Réveillés de leur somnolence par cette lumière inattendue, les chevaux s'ébrouèrent. Mais de remuement d'hommes, il n'y en eut point. Le lit était vide et n'avait même pas été défait. « Le misérable! Le misérable !» murmura René-Anne. Une douleur aiguë, lancinante, venait de lui traverser le cœur. Elle eut peur de s'abattre là, pour ne se relever plus, et se sauva en courant, suivie du long regard étonné des bêtes. Sur le seuil du manoir, elle s'arrêta, refoula des larmes près de jaillir, et pour donner le change aux veilleurs, dit d'une voix suffoquée. « C'est extraordinaire, ce que la bise pique à cette heure. J'en ai les paupières bleuies et la laine coupée. Il y a certainement de la neige dans le temps. » Elle tombait, en effet, à 15 ou 20 nuits de là. Elle tombait par menus flocons serrés, la neige, en ce morne soir de décembre où la veuve de Constant d'Agorne, sous prétexte de dévotion à remplir, aux approches de Noël, avait fait mine de se diriger vers le bourg, vêtue de sa mante de deuil à grande cagoule noire, bordée d'un large ruban de satin. Le ciel était bas et fermé, la terre rigide et d'une pâleur funèbre sous toutes ces ouates blanches qui pleuvaient. Le porche de la cour franchi, René-Anne, au lieu de s'engager dans l'avenue, se glissa dans une antique bâtisse effondrée, débris du four banal de Garnham, aux âges seigneuriaux. Depuis qu'elle avait eu la preuve de ce qu'elle appelait à part soi la trahison du charrueur, elle avait résolu de pénétrer le secret de ses fugues nocturnes.
Dût l'intempérie achever de briser sa poitrine si délicate, elle s'était jurée de savoir. Elle saurait. Et voici que, tapie en embuscade derrière le four en ruine, elle guettait, toute grelottante, le passage de cet homme détesté. Car elle le détestait, oui. Que dis-je, elle l'avait en horreur. Et c'était bien son intention de le lui crier à la face, pas plus tard que demain, de le lui crier devant tous et après de lui montrer la porte. Retournez d'où vous venez, Emmanuel Prigent. Je sais à qui vous donnez vos nuits. Sortez. Ma maison n'est pas faite pour des débaucheurs de filles, pour des galvaudeux. Et ces injures même lui paraissaient trop faibles. Elle s'ingéniait pour tromper la tante, à en imaginer de pire encore. Une ombre se dessina dans l'ombre du porche. C'était lui. René-Anne l'eût reconnu entre 20 autres, rien qu'au souple balancement de sa taille. Elle le laissa prendre quelque avance, puis s'élança sans bruit sur ses traces. Afin de mieux amortir ses pas dans la neige, elle avait ôté ses socques, ne gardant que ses chaussons feutrés. Il se trouva qu'elle avait dit juste, ce tantôt, en annonçant aux gens de Garnham qu'elle se rendait au bourg. C'est en effet dans cette direction que l'entraînait Emmanuel. Jusqu'à ce qu'il eût atteint la voie charretière qui aboutit à la route vicinale, il marcha vite, en homme qui ne se soucie pas d'être rencontré. Si vite que la fermière, forcée de se dissimuler autant que possible dans l'ombre des talus, désespéra presque de le suivre. Heureusement qu'une fois sorti des terres du domaine, il ralentit son allure. Il cheminait sans hâte maintenant, avec un air de crânerie tranquille, en sirotant un refrain de chambrée, appris du temps qu'il était soldat. Lorsqu'on fut entré dans Saint-Sauveur, René-Anne, à la lueur que projetaient sur la neige les vitres des maisons, s'aperçut qu'il portait à la main un petit paquet noué d'une ficelle, comme en ont les clercs paysans, quand ils se rendent aux villes d'études, Tréguier, Plouguer-Nével ou Saint-Paul. Cette idée d'Emmanuel Prigent, déguisé en clerc et gagnant le collège ses livres sous le bras, la fit sourire malgré elle. Des livres? À lui? Qu'en eût-il fait, le pauvre garçon? Ne lui avait-il pas confié naguère qu'au régiment, il était souvent obligé de recourir à des camarades pour déchiffrer les passages douteux des lettres que ses parents lui faisaient écrire par le magistère? C'était même, avant les incidents de cet hiver, une des rares choses qui la fâchait en lui. « Quel dommage !» lui disait-elle parfois, d'un ton de gronderie amicale. « Quel dommage que tu n'aies pas plus de goût à t'instruire. Je suis sûre que ce n'est pas la capacité qui te manque, mais l'ambition et la volonté. » À quoi il avait coutume de répondre, avec le fatalisme insouciant des hommes de sa race. « L'instruction, ce n'est bon que pour les maîtres, René-Anne. » Mais où donc venait-il de disparaître à l'improviste, le charrueur? La place de Saint-Sauveur est bordée d'un côté par le cimetière, au centre duquel s'écrase, parmi les croix des tombes, la lourde toiture de l'église que la neige drapait silencieusement d'un fin suaire d'argent mat. Du côté opposé, 2 maisons forment saillie, l'une grise et basse, avec cette enseigne en lettres noires sur un ruban de chaux blanche. Au rendez-vous des lurons, café, cidre, liqueur. C'est l'auberge de Joson Thépeau. L'autre, massif, ventru, sans âge et sans style, une clochette de chapelle suspendue à la façade sous un auvent d'ardoise, c'est l'école communale. Le premier mouvement de René-Anne fut de jeter un coup d'œil dans l'auberge. Que de stations douloureuses elle avait faites là, devant l'étroite fenêtre aux rideaux de percaline rouge, du temps où, toute jeune épousée, elle tentait de disputer son mari à cette hideuse maîtresse, tueuse des corps et des âmes, l'eau de vie. 2 ou 3 consommateurs jouaient aux cartes, autour d'un tapis en loques, mais celui qu'elle frissonnait déjà d'y trouver n'y était point. Elle s'enfonça dans la venelle qui sépare les 2 bâtiments, poussa une barrière à claire-voie, fit quelques pas dans la cour sablée sur laquelle s'ouvre la résidence de l'instituteur. De nombreuses empreintes de sabots faisaient sentier à travers la neige récente. Les baies des glaces
découpaient de larges rectangles de lumière jaunâtre sur le sol. « C'est vrai, songeait la veuve, les écoles du soir sont commencées depuis la Toussaint. » Et une exclamation soudaine s'échappa de ses lèvres. Serait-il Dieu possible qu'il les fréquentât ? Incrédule encore, et soulevée néanmoins comme par une force surnaturelle d'allégresse et d'espoir, elle se haussa jusqu'à l'une des grandes baies vitrées. Une douzaine d'adolescents, des garçonnets du bourg, de jeunes apprentis auxquels s'étaient joints quelques pastoureaux des fermes les plus rapprochées, s'appliquaient, de ci de là dans la vaste pièce, à écrire sous la dictée du sous-maître, dont on voyait la mince silhouette étriquée, aller et venir entre les bancs. Le regard de René et Anne ne s'arrêta même pas sur eux, attiré tout de suite par une sorte de magnétisme vers un groupe de 2 personnages qui se tenaient debout, contre la muraille du fond, les yeux fixés sur le tableau noir où s'alignaient des colonnes de chiffres. Ils tournaient tous 2 le dos à la veuve, mais court, râblé, avec ses longues mèches grisonnantes et sur le sommet du crâne sa calvitie ronde en forme de tonsure sacerdotale, l'instituteur n'était pas facile à méconnaître. Et quant à l'autre, si svelte, avec sa maigreur nerveuse, sa droiture élancée de chéneaux de haute futaie, comment René et Anne ne l'eût point nommé, ne fût-ce qu'à la façon désinvolte dont il laissait pendre sur l'épaule sa veste en peau de bique, dans une pose noble et simple, tout ensemble de Saint Jean-Baptiste adulte. Il appuyait la craie sur le tableau, d'un geste un peu rude, en énonçant à mi-voix les calculs. Et brusquement, il parut à René et Anne que les signes qu'il traçait agissaient sur elle comme les formules enchantées d'une mystérieuse cabalistique d'amour. Ces derniers scrupules tombèrent, ces dernières velléités de résistance furent vaincues. Pas un instant, elle ne douta qu'Emmanuel n'eût repris le chemin de l'école pour s'élever jusqu'à elle, pour la mériter. Émue aux larmes de ce qu'il y avait de troublant et de fort dans l'hommage secret de cette passion silencieuse, elle s'en revint à pas lents vers le manoir, et cette fois ne craignit point de laisser voir aux veilleurs de Garnaham qu'elle avait pleuré. Elle dut s'aliter à la suite de cette équipée. On trembla même pour ses jours. Le médecin fut quelque temps sans oser répondre de son salut. Elle seule ne tremblait pas, sûre qu'elle ne mourrait point, qu'elle ne pouvait pas mourir. Un élixir était en elle, plus puissant que toutes les drogues, contre lequel les influences malignes de la fièvre étaient incapables de prévaloir. Au premier duvet qui se montra sur les ramilles des saules, elle était sur pied, et son visage refleuri de couleurs saines qui embaumaient le renouveau. Aussitôt commença vers Garnaham la procession des tailleurs, émissaires attitrés des accordailles bretonnes. Ils arrivaient, une gaule blanche en main, une guirlande de lierre enroulée autour de leur chapeau. C'étaient des parleurs insinuants et disert. Chacun d'eux vantait à sa manière les mérites de son client, avec force citation de proverbes et de vers de chansons. Il n'y a qu'un Dieu dans le ciel, René et Anne. Il n'y a non plus qu'une saison pour l'amour. La veuve souriait, emplissait de cidre mousseux l'écuelle du messager. Dites à celui qui vous envoie que les coucous de Garnaham n'ont pas encore chanté. Plus tard, nous verrons. Il s'en allait, mi-grognon, mi-content. L'été vint, et avec lui, l'anniversaire du trépas de Dagorn. Ces commémorations funèbres sont, en Bretagne, l'occasion d'agapes solennelles auxquelles il est d'usage de convoquer non seulement la parenté, mais toutes les personnes qui sont en relation d'amitié ou d'affaires avec la famille du défunt. Un joli matin d'août, pommelé de roses et de lilas, la cour de Garnaham offrit le spectacle d'un champ de foire, couvert de tilburis et de chars à bancs, les brancards en l'air, les chevaux abandonnés à la libre pâture dans les luzernes et les trèfles d'alentour. La grange, transformée en salle de festin, avait peine à contenir les 150 invités qui s'étaient rendus à l'appel de René et Anne. Tout ce monde mangeait ferme et buvait de même. En pareille occurrence, c'est une obligation, un devoir de piété envers le mort.
Sur la fin du repas, des servantes entrèrent qui apportaient de l'hydromel dans des jarres. Alors, le vieux Guillaumard, qui trônait au haut bout de la table, se leva et fit le signe de la croix. Tous les assistants l'imitèrent, en silence. De profundis ad te clamavi. Il débita tout le psaume avec une espèce de majesté biblique. Puis, quand les convives eurent donné les dernières réponses, « Renéane, dit-il, maintenant que l'âme de Constant d'Agorne est en paix, je t'adjure de rompre ton veuvage. Demande à ceux qui sont présents ici. Tu aurais tort de t'obstiner dans le deuil. Il n'est pas bon que la place du maître demeure plus longtemps vacante à Garnham. » La jeune femme articula d'une voix claire. « Je n'attendais que ce moment pour vous faire connaître publiquement mon choix. » Elle plongea son verre dans une des jarres d'hydromel et, après l'avoir approché de ses lèvres, elle marcha devant elle à travers la grange. Ils étaient tous là, les prétendants riches qui recherchaient sa main, et parmi eux, Mingui lui-même, l'homme de la montagne, le fils aîné de Rossevillou. Elle ne fit mine de le voir, ni lui, ni les autres, alla droit vers le charrueur, debout à l'extrémité opposée, dans le groupe des domestiques. Il était blême, ses paupières battaient. « Veux-tu boire après moi ?» prononça-t-elle en lui tendant le verre. Il le saisit d'un geste convulsif, le vida d'un trait, et l'ayant retourné, en laissa tomber comme par manière de libation la dernière goutte sur le sol. Telles furent les fiançailles de Renéane Guillaumard et d'Emmanuel Prigent. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et à ce troisième vlog lecture sur les contes d'Anatole Le Braz avec les noces de Garnham. Alors, on avait une petite note pour Garnham. C'est un moment, il y a une prière, ça commence par « Mon Dieu, je crois fermement ». Ça doit être elle qui prie. Les noces noires de Garnham, pourquoi? Parce qu'on appelle les noces noires en certains cantons de la montagne bretonne les secondes noces d'une veuve ou d'un veuf, sans doute parce qu'il en est qui conserve le deuil pour se remarier. Donc voilà, c'était pour que vous le sachiez et moi aussi. C'était donc, on a fait le tour des 3 contes qui étaient dans Le sang de la sirène. Je m'excuse si la qualité du son ne va pas forcément être la même entre les 6 premiers chapitres et le dernier et cette partie, parce que là on est jeudi 12, on est le soir, je suis dans le bureau, mais j'ai enregistré les 6 premiers chapitres, je pense mardi dans l'après-midi, où on a quand même plus de passages au niveau de la voiture sur le boulevard qui est à côté de chez moi, ainsi que le tram qui passe qu'on entend régulièrement. Et je sais que j'avais eu un commentaire en fait qui disait, quelqu'un qui était fan de livres audio, qui me disait que le son n'était pas terrible. Donc c'est vrai que ce que j'utilise pour le son jusqu'à présent, c'est un simple micro-cravate à 20 balles avec tout ça de fil. Et c'est peut-être pas idéal, mais je trouve qu'étonnamment, le son, il est meilleur que ce micro-là, que j'ai, qui est un peu plus imposant. Enfin, il n'est pas si gros que ça, hein. C'est un micro qui est gros comme ça. Mais je me tâte quand même à prendre un micro posé. Donc celui-là, il est sur un trépied qui se monte, c'est le trépied Gorilla. J'avais acheté ça une petite fortune, mais c'est parce que j'avais acheté mon ordi et j'avais eu un gros chèque de réduction et j'ai un trépied un peu à monter de cette forme-là qui doit faire 40 cm de haut, un truc comme ça.
pour moi, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et j'ai une lampe aussi. J'ai utilisé un petit peu au tout début, mais je trouvais que c'était un peu long à mettre en route. Donc on verra. Je me suis dit pourquoi pas prendre un autre micro qui se pose, comme vous voyez souvent chez les youtubeurs ou enfin. J'aime pas les tout petits machins qui tiennent devant eux, parce que je trouve ça un peu ridicule. Je parle sur YouTube ou Insta ou TikTok, mais je préfère avoir les mains libres en fait parce que j'aime bien parler avec les mains. Mais bref, je vais essayer de voir effectivement, parce que là j'ai un petit peu d'argent, si je peux pas les mettre, allez, 50 ou 100 balles dans un micro qui soit de meilleure qualité. Il faut aussi que j'apprenne moi à les réglages son sur l'ordinateur. Donc c'est pas compliqué, mais il faut se souvenir comment on fait quoi. Et souvenez-vous, je suis quand même relativement feignasse. Je vais refermer la parenthèse son. Mais c'est au travail, j'y pense, il faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette, pardon. Et si c'est un micro qui, par exemple, peut éviter d'attraper aussi le son du tram qui passe, je suis en train de faire des gestes hors champ, c'est rigolo, d'attraper les sons parasites et de se concentrer sur ma voix ou les bruitages que je peux faire éventuellement de temps en temps, pourquoi pas. Mais on dépasse vraiment mes compétences, hein. Je suis ultra amateur en termes de montage et compagnie. Je dis pas que c'est compliqué, hein. Je dis que j'y vais pas trop parce que je comprends pas grand chose. Donc voilà. Donc les noces noires de Garnham. Alors le petit regret que j'ai sur l'ensemble des trois contes, c'est que j'ai plus l'impression en fait qu'on est sur des nouvelles. On est sur des nouvelles qui sont bien dans le folklore quand même, dans les us et coutumes bretonnes du 19e siècle, plutôt à la campagne, plutôt bord de mer, mais dans des tout petits villages, plutôt retirés, etc. Je trouve que ça a vachement de charme. Après, moi, ça me parle parce que c'est de là que je venais. Et même si c'est vachement éloigné dans le temps, ça peut me rappeler certaines choses, notamment chez mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère est née en 1900. Et ça me rappelle quelques trucs quand j'étais petite et qu'elle allait voir ses frères et sœurs. Mais bref, je manquais un peu du folklore, côté un peu petit peuple, les croyances. Parce que là, les croyances, elles étaient surtout sur les croyances chrétiennes, hein, tout simplement. Parce que les Bretons sont un peuple qui est quand même très chrétien, beaucoup de culte au saint, beaucoup de culte à la Vierge aussi. La Vierge Marie est vraiment aimée. Et je peux pas en parler beaucoup plus que ça, parce que moi, au niveau de ma famille, c'était surtout au niveau des arrière-grands-parents et des grands-parents que ça pratiquait, on va dire. Mais surtout à l'église, enfin un peu à l'église. Ils n'étaient pas forcément tous les week-ends non plus, mais on l'a pas fait par la suite. Moi, je suis pas là-dedans, donc je dis pas que c'est forcément quelque chose qui s'est perdu, hein, si vous voulez, hein, parce que chacun fait ce qu'il veut avec sa foi, mais c'est une partie de culture à laquelle j'ai pas forcément accès, qui m'intéresse pas trop personnellement, ou une partie d'us et coutumes. Et bref, là je suis en train de lire d'autres choses, notamment le Barzaz Braise de La Ville Marquée, Théodore Hersart, je crois, Hersart de La Ville Marquée, que je vais pas pouvoir vous lire parce que c'est vraiment des toutes petites choses traduites avec un énorme pavé d'arguments avant et de notes derrière, donc ça n'a pas un intérêt fou. Honnêtement, en livre audio, ça va être chiant. Je vais essayer de trouver autre chose sur du breton. J'avais autre chose de chez Anatole Lebras, mais je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de folklore. Donc je vais essayer de trouver ce que j'avais déjà choisi d'Anatole pour qu'on continue. Ça sera sans doute sur quelque chose de très light en termes de surnaturel, mais
Mais j'essaierai peut-être de faire de passer sur un autre auteur par la suite, où il peut y avoir des choses plus fantastiques, on va dire. Plus fantastiques, etc. Donc là, Les Noces Noires de Garnaham, on a, au final, c'est une belle histoire d'amour. Moi, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé parce que du coup, on part sur quand même une pauvre nana qui se faisait péter la gueule par son mari. Et là, vous voyez comment ça a évolué quand même, parce que là, on est sur un texte, je crois, qui est de 1901. Maintenant, des descriptions de ce genre, sans que quelqu'un n'intervienne aujourd'hui, à mon avis, ça passerait pas. Je parle pas forcément que dans un roman, mais il y aurait une scène comme ça où une femme se fait frapper par son mari, peut-être même dans la rue, voisinage et compagnie. Je suis pas sûre que les gens ils vont augmenter le son de la télé et s'en foutre. Je suis pas sûre, j'espère pas. Mais la réaction ne va pas être la même qu'il y a 120 ans, ça c'est sûr. Puis il y a d'autres moyens de protéger les femmes aussi. Et le truc que j'ai aimé, c'est qu'une fois déjà que Dagorn est mort, ce que j'ai apprécié déjà, c'est que Emmanuel, il a agi. Ce qui a plus ou moins mené à la mort de Dagorn, si je me souviens bien. Parce que ça a été le déclencheur d'une chute, peut-être d'une maladie, d'une dégénérescence et de la mort de Dagorn, qui picolait beaucoup. Hein. Donc il n'y a pas que ça. Mais il a agi pour protéger la femme qu'il aimait. Il a essayé de se déclarer. Elle a fait « Oula ! Reste à ta place », en gros. Ça a été dit d'une manière, mais elle l'a défoncé. Je vais vous relire le passage que j'avais trouvé. Ils s'étaient disputés, tous les deux. C'était dans la partie 4. Parce que l'amour est arrivé assez vite. Ils se disputent. Et il lui refuse quelque chose et il lui demande quand même de le garder pour l'hiver. Elle lui répond « Emmanuel, quand nous avons fait nos conventions, je suis désolée, je bégaye beaucoup, je t'ai dit, tu auras tout pouvoir sur les hommes et sur les travaux des champs. Il ne me souvient pas que je t'ai chargé du soin de ma conduite. Mêle-toi donc de ce qui te regarde. Je t'ai choisi pour être mon chef de culture, non pour être mon confesseur. Je te croyais plus de sens et un cœur moins brutal. Il m'avait semblé remarquer en toi une générosité native qui t'élevait à mes yeux au-dessus de ton état. Mais il y a décidément un savoir-vivre qui ne s'apprend ni à la caserne ni au labour. Tu m'as outragé grossièrement. À cause de ton ignorance des usages, je te pardonne. Seulement, tiens-toi pour averti. Une autre fois, je ne pardonnerai plus. Et maintenant, on va te coucher. J'attends que demain, au champ du coq, il y ait 4 charretés de paille en route pour Rosvillou. Elle te l'a plié en 2. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on a quand même une petite bonne femme qui a été mariée à un homme plus âgé que lui, il me semble bien. Plus âgé qu'elle et qui la maltraitait. On a une jeune femme qui se retrouve chef de famille et en charge d'une terre, d'une ferme à faire tourner, de salariés à prendre en charge et compagnie. Elle a que 22 ans, heureusement elle est instruite et elle n'a pas l'air idiote non plus. Mais elle se retrouve avec pas mal de responsabilités à un âge assez tendre et je pense clairement que les femmes n'avaient pas cette place à prendre. C'est peut-être pour ça qu'on la pousse aussi après à se marier. Le truc que j'aime bien par contre, c'est que Emmanuel, il a toujours été vraiment... il tombe amoureux d'elle pour elle. Il ne tombe pas amoureux d'elle pour les terres, pour l'argent, etc. Ce qui n'est certainement pas le cas des autres prétendants qui viennent la voir
celui qui voulait changer de 4 charretés de paille contre 2 bœufs par exemple, etc. Mais j'ai trouvé ça intéressant, parce que lui en gros c'est elle qu'il veut, c'est pas tout ce qu'il y a autour, il s'en fout. Et c'est quelqu'un qui est capable, c'est quelqu'un qui travaille, qui est reconnu pour ce qu'il fait, même s'il est boudé par les servantes, parce que maintenant que je m'en souviens, il couche pas avec elle, il s'amuse pas avec elle, donc il est un peu boudé. On le prend un peu de la haute parce que c'est le cousin, mais un cousin moins bien, moins riche que René Anne. Et je trouve que c'est assez touchant comment lui il tombe amoureux, comment il finit par renoncer quelque part, et que ce soit elle ensuite qui tombe aussi amoureuse. Donc je pense qu'elle avait aussi une forme d'attachement à son mari malgré ce qu'il lui faisait subir, ce qui peut s'entendre évidemment, ce qui peut s'entendre. Mais pour une fois, on a une histoire d'amour qui finit, un couple qui se forme parce que René Anne et Emmanuel sont tous les deux disponibles. Et le truc que je trouve beau, c'est que selon cette coutume, en gros, Guillaumard, le vieux Guillaumard, je pense que c'est son père, à René Anne, il lui dit bon allez, il est temps que tu arrêtes ton veuvage, et c'est elle qui décide Emmanuel. Donc là, il n'y a plus... elle n'a pas un homme qui va lui dire tiens, tu vas épouser celui-là. Peut-être qu'en accédant en fait au statut entre guillemets de noble, elle dépasse le statut de jeune fille non mariée et du coup a une plus grande amplitude pour prendre des décisions. Et ça, c'est un truc que j'ai vu, alors c'est pas du tout d'époque évidemment, mais dans le tome qui est consacré à... le tome des chroniques de Bridgerton qui est consacré à Francesca. Je pense que c'est mon préféré. Francesca, spoiler alerte hein, pour ceux qui regardent la série télé. Donc ceux qui regardent la série télé et qui n'ont pas lu les bouquins, vous sautez 1 minute ou 2. Je vous dirai. Je vous mettrai un petit mot pour vous dire à quand reprendre. Donc, Francesca Bridgerton, on la voit à la fin de la saison 3 rencontrer... c'est pas Michael, John Sterling, un truc comme ça. Donc, ils se marient, etc. S'ils suivent les livres, c'est un mariage qui va pas durer très longtemps parce que... un jour, en fait, peut-être au bout de 2 ans, John va avoir mal à la tête. Il va aller se coucher, ça va un peu durer. Et en fait, Francesca va le trouver mort dans le lit. Et évidemment, la médecine de l'époque, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça peut être le cœur qui s'est arrêté, ça peut être un AVC, ça peut être n'importe quoi. Donc, elle se retrouve veuve alors qu'elle a 20, 21, 22 ans par là. Et elle est malheureuse. Elle est vraiment très malheureuse. Sachant qu'elle a... Je ne sais plus si elle était enceinte ou pas, mais il y a une histoire de fausse couche aussi. Donc elle va pas du tout bien. Violette va aller un peu habiter avec elle pour la soutenir. Et le problème qu'il y a, c'est que John et Francesca aussi du coup... John était très proche de son cousin Michael, qui va hériter des terres. Sauf que Michael est tombé amoureux de Francesca et Michael en fait il supporte pas le fait de vouloir fréquenter entre guillemets la veuve de son cousin parce qu'il était très attaché à son cousin et il est très attaché à Francesca. Francesca par contre pense que Michael c'est son meilleur ami. Bref, Michael il pète un plomb, il se barre. Il va aux Indes, Francesca elle comprend rien, lui envoie plein de lettres auquel il ne répond pas, et à un moment en fait Michael doit revenir parce qu'il est tombé malade et de fil en aiguille on est dans une romance, on sait comment ça finit. Donc ils dépassent tout ça l'un et l'autre, Francesca tombe amoureuse de lui et tout va bien, on est dans une romance. C'est une très belle histoire, c'est vraiment une très belle histoire d'amour sur un deuxième amour, sur des personnages qui sont
en train de batailler avec leur deuil, avec toutes les barrières qu'ils se mettent aussi. Et là, en fait, je raccroche les wagons avec René-Anne Guillaumard ou Dagorn, je ne sais pas quel est son nom. C'est que Francesca, en tant que veuve, quand elle fait son retour dans le monde, elle a plus de liberté. Je pense que les veuves, on n'est pas tout à fait à la même époque, évidemment. Je pense qu'on est plus sur une fin 19e siècle dans les Noces Noires de Garnéam, et on doit être dans 1820, un truc comme ça, en Angleterre pour les chroniques de Bridgerton. Chroniques de Bridgerton qui sont pas franchement du respect de l'histoire à fond les ballons, évidemment. Et ce qu'on apprend en fait, c'est que on fout relativement la paix aux veuves. Donc je pense que même les veuves, elles peuvent avoir des amants, c'est pas bien grave. Faut juste qu'elles évitent de tomber enceintes, c'est mieux. Ou si elles tombent enceintes, faut qu'elles se marient. Parce qu'évidemment, l'avortement, mais évidemment, ça ne se fait point. Mais ça se faisait. Et elles mourraient. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai bien aimée. Les Noces Noires de Garnéam, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et comme je vous disais, moi je suis un peu frustrée parce que j'aurais voulu avoir un peu plus de folklore. On a eu des us et coutumes, un peu de croyances, etc. Mais on n'a pas eu les petits lutins, on n'a pas eu les sirènes, on a eu peut-être un petit peu aussi les histoires qui se rapportaient sur ces personnages fantastiques, mais ça manquait un petit peu de ça. Donc je vais essayer d'en trouver et de vous en lire. Je vous souhaite un très bon samedi. Je fais tout pour que les prochains chapitres de Sherlock Holmes soient publiés en temps et en heure. Mais je vous préviens juste que cette semaine, en fait, toutes mes soirées étaient consacrées à des conférences de 20h à 21h30, 22h. Donc je suis un peu... ça me fatigue. Ça m'a vraiment fatiguée. Et c'était très intéressant. C'était sur l'écriture. Je vous en parlerai dans un vlog écriture, en espérant que ça va me faire redémarrer la machine de l'écriture. Donc, c'est possible que je sois à la bourre pour Sherlock Holmes demain. Je vous préviendrai. Enfin, je vous préviendrai si je ne suis pas capable de le poster. Je vous souhaite un très bon samedi. Couvrez-vous bien. Faites comme moi. Mettez un bon gros sweat bien chaud. À tout bientôt. Rêvez tout grand. Profitez de votre samedi et de votre week-end. Et lisez tout plein.